Merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ivan Fren, je suis directeur dans les équipes Cloud Transformation, PwC France et Afrique francophone. Et dans mon rôle, j'accompagne nos clients sur définir des API et très souvent orienté autour des métiers et des impacts autour des métiers de nos clients. Et c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, le sujet de comment le cycle de vie a un impact sur nos métiers et comment essayer de le maîtriser. Donc, vous devez le savoir parce que vous avez déjà suivi pas mal de conférences ce matin et puis même dans votre vie de tous les jours. Les API sont de plus en plus importantes, on en trouve partout. Mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est vraiment un domaine autant technique que fonctionnel ou métier. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette dimension technique, bien entendu, les technologies évoluent, et on le voit sur les différentes présentations des éditeurs, aujourd'hui notamment, mais c'est éminemment métier parce que les API présentent une fonction, une fonctionnalité qui doit d'abord être métier pour apporter de la valeur à votre entreprise. On retrouve un peu deux grandes typologies finalement d'usage. Le premier qu'on va retrouver ici, c'est au sein du système d'information de votre entreprise, les différentes briques il y en a de plus en plus qui communiquent pour vos fonctions RH, pour des fonctions finance, et ce système d'information évolue, est déployé sous différentes formes, en IaaS, en PaaS, en SaaS. Vous allez utiliser des briques Salesforce, SAP, des choses qui sont on-premise chez vous. Et donc les API doivent être utilisées pour faire interconnecter ces systèmes. Et de l'autre côté, il y a aussi des API qui sont utilisés en tant que produits vers le monde extérieur que vous allez pouvoir vendre. Donc, bien entendu, il y a les GAFAM, on voit des API autour de Google, Google Maps, Google Ads, etc. Mais de plus en plus d'entreprises, alors je vais citer quelques exemples que j'ai trouvés publiquement, on va voir un portail chez Mercedes pour gérer les flottes de véhicules en B2B. Il va y avoir bien sûr dans le retail également pour gérer les partenaires, etc. Donc, ça devient important et ça devient même un produit, donc avec un marketing et donc très business. Juste un petit exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les métiers sont concernés et toutes les activités. Donc on va retrouver des API dans le monde du retail, bien sûr, et on voit arriver aussi, c'est une tendance autour de tout ce qui est commerce composable ou composable commerce. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs de niche sur des petites parties du e-commerce qui arrivent en mode SaaS, qui veulent s'intégrer dans un système e-commerce un peu plus gros. Et donc on voit arriver un patchwork de fonctions business e-commerce sur des wishlists, sur du queue management, sur du paiement, etc. etc. Et ça devient de plus en plus critique pour les métiers de pouvoir enlever une brique et de la changer avec une autre qui est peut-être plus innovante. Donc les API ont un rôle essentiel là-dedans, de telle sorte à ce que justement on s'adapte à la rapidité du marché. On va retrouver dans Energy Utilities aussi un certain nombre de choses. Par exemple, on voit qu'il y a des concessions pour la gestion de l'eau, par exemple, où les services publics demandent à ce que le concessionnaire arrive avec son système d'information, le branche à un certain nombre de systèmes, et quand il repart 10 ans après, il le débranche. Et donc ça veut dire qu'il faut que tout soit interopérable, il faut que l'architecture soit pensée API. Et ça devient important aussi. Je parle bien sûr d'aérospace, dans la santé, les partenaires innovants. On voit des sociétés par exemple comme Hawking qui vendent des services de machine learning pour des labos pharmaceutiques. Donc tout secteur d'activité, mais aussi tout métier. On prend ressources humaines, finances. Un qui est intéressant, c'est les achats. Et ça fait un peu écho aussi à la keynote ce matin de Gilles Babinet. On a travaillé sur un exemple où il y a pour les achats d'une grande entreprise française, l'importance d'arriver à mesurer la traçabilité CO2 de ses fournisseurs. Et plus intéressant, des fournisseurs. Et finalement, on se rend compte que ces fournisseurs-là, pour exposer un certain nombre d'informations de façon automatique, vont devoir mettre en œuvre peut-être des API ou des systèmes permettant justement, à chaque fois qu'ils vont envoyer une BOM, donc une liste de matériaux vendus, associer peut-être une API permettant de faire cette traçabilité-là. Et ça, c'est des sujets qu'on retrouve dès maintenant et qui ont un impact complètement métier, tel que l'évoquait ce matin pendant la keynote. Donc, vraiment, métier, tout secteur, toute activité.
pour arriver à ça, donc ça veut dire c'est de plus en plus important. Donc vous connaissez probablement tous un peu le cycle de vie. Alors là c'est API, mais c'est un cycle de vie logiciel relativement classique. On va avoir une phase de définition, concevoir l'API, une phase de build, on la développe. Donc on a vu tout à l'heure que c'était à peu près 7 mois de développement. Il va falloir la valider pour voir que ça fonctionne bien. L'opérer, le run, voilà, en run, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que ça tient la charge, etc. Et potentiellement l'optimiser. Ça peut être une évolution fonctionnelle, mais ça peut être des optimisations performance ou de coût. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers sont impliqués ou doivent être impliqués dans toutes ces phases du cycle de vie du développement. Et on arrive à les impliquer, et il faut les impliquer aussi. Par exemple, la définition, au départ, il faut qu'une API soit compréhensible du métier. Même corpus, même sémantique, quand on va définir une API, on va devoir retrouver des mots-clés du domaine de la logistique ou du domaine du retail ou du domaine métier. Et il faut que le métier puisse comprendre ce qui se passe de telle sorte à pouvoir faciliter le dialogue avec les développeurs après dans les autres phases. Donc la définition est très importante. Ça doit aussi mapper avec peut-être une stratégie produit. Il peut y avoir aussi une roadmap de définition des API en fonction de la stratégie produit que l'on peut avoir. Donc ça, c'est important. La partie build, ça va intéresser tout particulièrement le métier parce que si ça dure 7 mois, en fait, tout ce qui va être bon pour réduire finalement ce temps de delivery va importer, et donc ça veut dire peut-être faire des compromis. Au bout d'un moment, on n'aura peut-être pas tout défini dans la phase de define, donc il faut dans la phase de build également rester un petit peu au contact des IT qui développent parce qu'il va y avoir peut-être des arbitrages pour arriver aussi à réduire ce time to delivery. La phase de validation, bien sûr, est-ce que ça marche? Donc là, si le métier n'est pas impliqué, c'est compliqué. En run, finalement, le pire pour une équipe IT ou un projet, c'est que le responsable marketing ou le responsable des ventes appelle le DSI en disant le panier d'achat est plus live, il y a un problème. Et si ça vient de la couche d'API ou d'intégration à un certain niveau, ça va être un petit peu douloureux. Donc arriver à anticiper ces problématiques de run et savoir exactement où le problème se passe et expliquer aussi au métier quel est le problème en prenant dans le processus métier, qu'est-ce qui a posé problème, qu'est-ce qui fait améliorer, et ça permet aussi de prendre des décisions plus rapidement. La partie optimisation, bien sûr, la raison, ça peut être d'un point de vue coût également. L'API nous coûte trop cher, il n'y a plus de ROI, qu'est-ce qu'on fait comme compromis pour pouvoir l'optimiser? Ou alors elle n'est pas passée un pic de charge, la scalabilité, comment faire pour l'optimiser? Et ça, le métier a son mot à dire parce qu'il y a aussi des compromis potentiels à faire sur ces sujets-là. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est sur tout le cycle de vie, les métiers doivent être impliqués, c'est important. Ça veut dire que c'est un réel investissement pour eux en temps, donc en argent, et ça ne doit pas être sous-estimé. Des fois, ça c'est très technique, mais on le laisse aux techniques et on se rend compte qu'ensuite, c'est un petit peu plus compliqué d'arriver un peu à un projet avec succès. Donc, il faut arriver à sensibiliser ces métiers à ce qu'est une API, quel est son cycle de vie et à quel moment exactement ils doivent être impliqués et à quel montant, avec quel effort ils doivent faire. Ça leur permettra de planifier aussi leur effort et leur intervention au sein de tout ce cycle de vie-là. Donc vraiment, cette sensibilisation, elle est importante. La sensibilisation est importante pour qu'ils comprennent toutes ces étapes en réalité. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour leur business? Le dernier point que je voulais un peu highlighter ici, c'est aussi il va falloir finalement trouver une organisation et la bonne organisation entre les équipes métiers, les équipes IT, les équipes opérations aussi potentiellement. Donc si on fait un petit zoom finalement là-dessus, c'est pour réussir l'API, il va y avoir bien sûr cet aspect, il faut que ce soit bien conçu, bien évidemment, donc en lien avec des produits, marketing. Il faut finalement que ce soit évolutif. On parle beaucoup de réutilisabilité et de composabilité, c'est-à-dire que pour composer un nouveau service ou un nouveau produit, on va se dire je vais peut-être prendre une API Product Information Management, une API plutôt contact client, et puis une autre par rapport au shipping et puis au paiement. Donc il faut que les métiers comprennent un petit peu ce qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir la faire évoluer. Il y a une partie bien sûr économique, donc il ne faut pas que ça coûte trop cher parce que ça reste quand même un coût. Sécuriser, c'est le must-have.
Facile à utiliser, c'est intéressant parce que moi, on a eu une expérience dernièrement où on a accompagné un client sur une architecture pour faire une marketplace de produits digitaux. Et l'idée, c'était de faire un système un peu de lead to cash, c'est-à-dire que les clients puissent s'abonner, enfin souscrire à un service dans la marketplace, le déployer et ensuite être facturé à l'usage. Et on a testé 3 solutions. On a demandé à un développeur de faire un POC sur 3 solutions différentes de plateformes, SaaS et puis déployable on-prem également. Le développeur a pris l'API des 3 solutions pour l'intégrer au système d'authentification de l'entreprise, au logging, etc. Les 2 premières ont été intégrées en 3 jours à peu près. La dernière, au bout de 10 jours, il n'avait toujours pas réussi. Donc on a remonté en COMEX que finalement c'était impossible de développer et d'intégrer cette 3e solution parce que l'API n'était pas facile à utiliser, dixit le développeur. Et ce que je veux dire par là, c'est que facile à utiliser, si c'est un produit, il ne faut pas le négliger. Ça veut dire qu'il faut que ça soit compréhensible à la fois du métier et des développeurs, et que les développeurs aient un peu un background métier parce que ils vont devoir implémenter des choses un peu business. Donc facile à utiliser, hyper important pour des produits et pour accélérer un peu le time to market ou le time to delivery. La partie rentable, elle est un peu plus complexe, ça va dépendre. Donc si vous voulez monétiser finalement une API, toutes les API ne sont pas monétisées, mais où c'est important, c'est quand même si on la monétise, ça veut dire que ça devient un produit vendu. Et donc, ce produit a un coût derrière, il faut que ce soit rentable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable, dans notre installation d'API management ou d'API, de mesurer l'usage de l'API pour chaque produit que je vais avoir, de bout en bout, mais également les efforts humains qu'on met derrière, etc., etc. Ce qui veut dire que c'est vraiment la mesure est très importante sur cette partie rentabilité. Le monitoring, mais bien découpé par produit, va avoir son importance. Donc ça, la configuration, les plans de tagging, vous allez devoir mettre en œuvre. Après, bien sûr, on peut se poser la question dans la rentabilité, est-ce que ça vaut le coup de développer une API en fonction de l'usage et donc monitorer aussi le nombre d'utilisateurs, le nombre de requêtes, c'est important également parce qu'à un moment donné, on peut aussi prendre la décision de décommissionner une API parce qu'elle n'est pas assez utilisée. Voilà. Donc ça, ça reste important. Et bien entendu, les 3 piliers qu'on a mis en bas, pour gérer des nouveaux produits, nouveaux business, etc., il y a tout ce qui va être standard et gouvernance. Comment j'urbanise finalement mon API et comment je gouverne mes produits API, comment j'organise mes équipes IT avec mes équipes métiers, le marketing, les roadmaps, etc. Sécurité monitoring, et puis performance et scalabilité. Bon, ça, c'est un peu les 3 piliers qu'il faut prendre en compte dans cet écosystème pour construire des API. Et je voudrais zoomer sur le temps qui reste sur 3 ou 4 sujets intéressants avec quelques exemples qui fait écho un petit peu à ce que j'ai présenté jusque-là. Le premier, c'est pour maximiser l'adoption, ou en tout cas sensibiliser les métiers et faire en sorte que tout le monde comprend ce que c'est l'API ou un produit. Il y a un sujet autour de la documentation qui nous semble important et que l'on affronte, ou en tout cas que l'on expérimente un petit peu au quotidien dans nos équipes. On a souvent la documentation développeur. Alors on en parlait avant avec SnapLogic, je crois. Souvent documentation développeur, donc on parle de Swagger, de YAML, etc. Donc c'est assez bien fait, c'est assez automatisé finalement dans les différents outils. Et ça reste pour un public relativement averti de développeurs. Maintenant, il y a d'autres personnes dans le cycle de vie qui vont devoir prendre des décisions peut-être un peu plus high level. Finalement, il faut ne pas négliger la documentation adaptée au métier. Donc, par rapport à un business process où j'ai différentes étapes métiers, l'achat, le paiement, la mise dans le panier, ou alors ça peut être la livraison, la commande, voilà. Finalement, quelles sont les API qu'il y a derrière dans ces grands blocs? Comment est-ce qu'elles sont utilisées dans mon processus métier? Et donc ça, il faut le documenter pour que les métiers puissent le comprendre. Et à un moment donné, comprendre où il y a une panne, comprendre où il faut faire une évolution dans leur propre process. Et peut-être aussi arriver à trouver des compromis, changer un peu le process pour économiser derrière, enlever une partie d'API pour se dire voilà, ce système, finalement, c'est automatisé, mais si on change un peu notre process, ça va nous coûter moins cher derrière. Voilà. Et du coup, cette documentation adaptée aux équipes métiers, elle est très importante. Elle doit faire partie entière de la documentation, de la documentation liée aux API. Donc là, il y avait un petit screenshot. On avait eu l'occasion pour un client de faire des sessions. C'est un client qui exposait des API pour
faire des demandes de remboursement, et donc tout un tas de partenaires qui avaient des SAV, et on a dû faire une présentation à une centaine de personnes, métiers et techniques. Il fallait qu'ils comprennent ce qu'était l'API par rapport à un parcours client sur un site web, ce qui est beaucoup plus compréhensible. Mais faire le lien entre les deux était important pour eux, pour qu'ils comprennent et qu'ils se projettent. Et puis ensuite discuter avec leurs équipes IT. Alors, je vais parler d'automatisation un peu. Alors là, ça va être un peu plus technique finalement que métier, mais il y a un impact, clairement. Donc, ce qui est sûr, c'est que voilà, plus on est automatisé, mieux c'est, sur tout le cycle de vie. Alors bien sûr, la spec et la définition, bon, ça ne peut pas forcément être automatisé, c'est plutôt, j'ai envie de dire, du jus de cerveau. Mais tout ce qui est après, en quelque part, oui. Et c'est important, pourquoi ? Parce que quand le métier va vouloir demander une évolution, va demander de corriger un problème, de faire un hotfix, de gérer un incident, il faut pouvoir être capable de très vite remonter un environnement de test et de diagnostic et de le décommissionner juste après l'avoir utilisé pour éviter que ça coûte. C'est-à-dire on est dans des modèles pay-as-you-go, de plus en plus dans le cloud. Donc c'est important d'être capable de remonter un environnement avec les bonnes données, anonymisées si besoin, et de pouvoir le décommissionner derrière. Si tout ça n'est pas automatisé, c'est compliqué. Il y a aussi bien sûr la génération de la doc qui peut être fait de façon automatique. Donc tout automatisé, c'est un impact direct sur le métier, sur le temps de résolution d'incidents, sur les temps de hotfix, sur les temps de delivery et tout ce qui va être évolution. Bon, un petit sujet qui me tient à cœur, c'est résister aux pics de charge. Donc, bien entendu, l'usage évolue au cours du temps d'une API. Alors, plus elle est utilisée, mieux c'est. Généralement, c'est vecteur de croissance pour votre produit ou votre entreprise. Attention à bien tester les pics de charge. Et pour cela, c'est important de... on voit, nous, souvent, en fait, dans des campagnes de tests, des tests de endpoint un par un. Voilà, tiens, ça marche, ok, tant de millisecondes, ok, on a eu 100 utilisateurs en parallèle sur ce endpoint. Et nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est ce qu'on préconise en tout cas, c'est d'assurer de bien faire des scripts qui sont très représentatifs des usages, que ce soit mobile, que ce soit web app ou autre, avec les appels en séquence qui vont bien, avec la bonne volumétrie. Voilà, c'est-à-dire que le scénario d'usage de l'API soit bien décrit dans ces tests de stress test, de telle sorte à ce que ce soit le plus représentatif possible bien de l'usage qui est réellement fait par les systèmes qui utilisent vos API. Le dernier point avant de conclure, donc c'est la partie un peu plus optimisation, mesurer, optimiser les coûts. Alors j'ai pris un schéma très AWS, mais c'était pour l'exemple, je n'ai pas forcément de prérogative. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on utilise un iPaaS avec un certain nombre de services managés, là, c'est un peu une architecture d'API. En entrée, il y avait une web app ou une appli mobile. En sortie, les données, c'était un ERP SAP. Et l'idée, c'était de construire une expérience API sur la base de ces services managés. Donc, il y a de l'identification, IAM, Identity and Access Management. Il y a du Web Application Firewall. Il y a une API Gateway. Il y a des lambda fonctions pour pouvoir un petit peu traduire ce qui se passe. Il y a aussi du stockage pour pouvoir stocker des pièces jointes et stocker l'état un peu de l'API. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de briques. Et ces briques-là, eh bien, elles ont un coût en fonction de l'usage. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut absolument mesurer ce coût-là et bien faire un plan de tagging sur ces différents services managés pour s'assurer que la mesure du coût va à la bonne business unit ou au bon produit pour qu'ensuite le contrôle de gestion puisse dire ok, c'est le coût de ce produit X ou de ce produit Y en fait. Et donc l'anticiper même au sein des API. Bon, alors ça c'est vrai pour l'ensemble des produits, mais sur une petite architecture API comme celle-ci, ça prend tout son sens, bien entendu. Donc mesurer les coûts et puis aligner avec les équipes finance parce que c'est toujours compliqué d'arriver ensuite à trouver une explication de combien ça coûte et comment optimiser derrière. Et notamment si on est dans une dynamique de vente de produits et de rentabilité d'un produit type API service, c'est très important. Une fois qu'on sait mesurer, on sait aussi optimiser. Donc c'est important aussi de dire, là il y a la brique de stockage, mais qui nous coûte une blinde. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver, d'un point de vue architecture ou usage, peut-être quelque chose qui nous permettrait de limiter ces coûts-là pour revenir au seuil de rentabilité, par exemple.
Alors, il reste 40 secondes, le temps est pas trop mal. Peut-être peut-être pour résumer, moi je voulais 3 points. Automatiser, finalement, c'est important. Bon, je reste un petit peu technique, donc l'automatisation, c'est un peu voilà, ce que je trouve très important. Il y a le deuxième point, c'est de tenir compte de toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un projet d'API, il faut impliquer les métiers, les sensibiliser. Il faut impliquer les équipes IT, il faut impliquer les équipes de run aussi, si elles sont séparées des équipes de build. Et il faut impliquer, bien entendu, les partenaires, éditeurs par exemple. Impliquer tout le monde et que tout le monde ait la compréhension business un petit peu fonctionnelle du métier qu'on adresse et sensibiliser les métiers à cette dimension technique, quoi. Voilà, donc les métiers ont leur place dans tout le cycle de vie et ça c'est important. Au-delà de gérer une API comme un produit, c'est important d'impliquer les métiers. Et alors le dernier point, c'est garder le contrôle sur la mesure, d'une part, bien segmentée par produit, business unit ou autre, ou équipe, et ensuite anticiper, maîtriser les coûts, et protéger votre marque quelque part, parce que de plus en plus, les entreprises exposent ça à l'extérieur, ça devient une vitrine de l'entreprise d'un point de vue maturité digitale, bien entendu, et ça doit être protégé comme une marque. On l'a vu, l'exemple que je prenais tout à l'heure où une solution a été... il y a un no-go dessus parce qu'un développeur a dit l'API elle n'est pas au niveau. Ça serait dommage que vous coupiez de nouveaux produits à cause de ce genre de remarques. Écoutez, moi j'en ai fini. Si peut-être un petit... vous avez nos contacts sur l'équipe et puis nous avons un stand également dans le salon, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez échanger sur ces sujets-là, plus métier, transfo, en lien avec la techno, l'API. Je pense qu'on a 5 minutes. Ouais. Donc en fait, on a 5 minutes si vous voulez poser des questions. Bonjour, merci pour la présentation. Comment vous faites parler les acteurs IT, les acteurs métiers et les sales ? Alors, acteurs IT, acteurs métiers, en général, on a un certain nombre d'ateliers d'animation où finalement on essaye alors il y a des choses qui s'appellent comme l'event storming par exemple, ou ce genre de choses, ça, je vois que ça fait un petit peu écho. L'idée c'est de mettre les métiers et les IT dans la même salle et de ne pas parler, de ne pas développer du code, c'est plutôt parler, voilà, moi métier, mon process, je vais faire telle action avec telle donnée, j'ai besoin de ça, voilà, mon client souscrit et il a besoin de rentrer ses informations personnelles. Ensuite, il a accès à une liste de produits, ce qui veut dire que le métier va pouvoir expliquer à l'IT, juste sur un tableau blanc, les grands verbes, activités que lui fait. Et on va traduire ça potentiellement en verbes et en objets. Donc en fait des actions et des données. Et derrière, ça va permettre déjà de poser le corpus métier. Donc ça, c'est important. Comme ça va être le métier qui va donner lui-même ce qu'il appelle un chou, quoi. Enfin, ou une carotte. Et ça veut dire que le développeur doit appréhender ça et comprendre ça. Et derrière, l'action du développeur, ça va être dans ses API, de sa conception, d'utiliser ces mêmes termes et de les approprier. Et déjà, ça va faciliter le dialogue. Donc ça, c'est pour métier IT. Ensuite, sur la partie sales, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais la partie sales, l'enjeu, c'est de définir un produit, une roadmap. Finalement, on peut mettre les sales dans la partie métier. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent vendre comme produit. Donc, en fait, ça peut être une solution de priorisation ou alors de priorisation des roadmaps. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses qu'on voit côté sales. Je ne sais pas si j'ai répondu. En grande partie, merci. En grande partie, bon. Je vois que ça faisait écho quand même avec votre expérience. Très bien. Après, peut-être juste pour finir, après, au-delà de cette partie un petit peu construction de corpus, c'est s'assurer qu'il y a une organisation projet-produit qui soit mise en place avec les différentes parties prenantes. Donc là, c'était plutôt la phase définition pour que tout le monde parle le même langage. Mais ensuite, sur les phases de build, de run, d'optimisation, etc., il faut qu'il y ait une core team, on va dire, avec des représentants métiers et marketing, donc sales, des représentations plus produits, métiers, voilà, si derrière il y a des choses très techniques, la banque, assurance ou même industrie par exemple. Sur l'industrie et la supply chain, il va y avoir dans l'aéronautique par exemple des choses très très techniques liées à des certificats de conformité, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est pas forcément lié au marketing après, par contre ça peut avoir un impact direct. Ouais.